BNP Paribas s'est effondré de 10%, ça n'a probablement échappé à personne. Et moi, je me pose la question si le marché ne serait pas devenu fou. Est-ce qu'on n'a pas une super opportunité finalement d'investissement, voire même de trading? C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Je vais vous partager deux plans d'investissement et de trading qui vont vous permettre bien, d'y voir un petit peu plus clair avec une analyse également beaucoup plus complète du titre. On va revenir sur l'actualité, on va revenir bien évidemment sur les fondamentaux. Donc pour ce faire, je vous invite tout simplement à vous rendre sur mon site directement. Vous avez riquetrading.com, vous pouvez aller dans articles. Vous retrouverez d'ailleurs sur les articles toutes mes analyses sur différents titres. J'ai fait Essilor dernièrement, Technip Energy, SML, Pernod Ricard. Et donc, on a BNP Paribas ce matin. Chute de 10% en séance, donc le début d'une crise ou une opportunité cachée. C'est le titre que j'ai décidé de donner, car oui, effectivement, on n'a pas eu de très bonnes nouvelles hier notamment. Enfin, en réalité, ça a été publié le 18 octobre, mais la réaction sur le marché s'est faite lundi 20 octobre. Le 18 octobre, on a tout simplement le verdict qui est tombé. BNP Paribas a été condamné aux États-Unis pour avoir contourné les sanctions américaines envers le Soudan. On a eu le titre qui a dégringolé de près de 10% sur la journée donc de lundi, ce qui est sa pire séance depuis mars 2023. Ça rappelle évidemment des événements qu'on a déjà eus sur le titre, mais sur lequel l'action s'est toujours relevée, puisqu'on va voir que finalement elle a des fondamentaux solides. Et la question que l'on peut se poser, c'est effectivement quel va être l'impact de ce potentiel aboutissement finalement de ce jugement, puisque la banque l'a dit, hein, elle va faire appel car les analyses ont estimé un possible impact à 400 millions d'euros, ce qui est quand même 5% des résultats prévisionnels de 2025. Donc, obligatoirement, ça pourrait peser. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que c'est en partie intégré dans finalement les prix. Et on peut se poser la question assez légitimement, est-ce que ça ne devient pas une super opportunité? Donc, je vous ai fait une analyse assez détaillée qu'on va voir ensemble. Je vais zoomer un petit peu pour que vous puissiez bien voir. Voilà, ça sera peut-être mieux. Et on va analyser son business model, ses fondamentaux, ses ratios financiers, etc. Ce qu'il faut bien savoir avec BNP, c'est que je suis pas, pour ma part, un grand fan du secteur bancaire. D'ailleurs, je n'investis pas à titre personnel dans le secteur bancaire, donc je vous ai vraiment fait cette analyse avec un biais complètement neutre, hein. Je ne suis pas investi, je ne cherche pas à investir et j'ai pas de raison de vous dire il faut y aller ou pas y aller. Je vais vraiment regarder le secteur de manière globale. Pourquoi j'investis pas dans le secteur bancaire? Juste pour faire une petite parenthèse et que vous compreniez bien, c'est que j'aime bien comprendre l'activité des entreprises, donc l'activité des banques, je suis capable de le comprendre, mais également d'avoir un aspect, enfin d'avoir une compréhension sur l'avantage compétitif qu'elles peuvent avoir. Or, j'ai du mal à comprendre, pour ma part, quel est l'avantage compétitif d'une BNP Paribas par rapport à une Société Générale, par rapport à un JP Morgan, par rapport à plein d'autres Wells Fargo ou autres. Et donc, finalement, c'est pour ça que je n'investis pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, évidemment. Au niveau de la répartition du chiffre d'affaires, je trouve que c'est un élément qui est assez intéressant puisqu'on a pas mal de secteurs d'activité dans l'entreprise. Les 4 principaux viennent, de 40 du corporate et institutional banking, autrement dit la banque d'investissement, ce qui est le moteur historique de la rentabilité de BNP, et on retrouve des activités communes, hein, des activités de banque, tout ce qui est, banque de détail, activités spécialisées et le retail international. Au niveau de la répartition géographique, on voit qu'elle est principalement concentrée sur de l'activité en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique à 80%. En réalité, c'est beaucoup l'Europe, une petite part en Amérique du Nord et une part plus marginale du côté de l'Asie-Pacifique. Au regard de cela, on a donc des avantages, c'est que on a une vraie présence répartie sur la géographie dans plus de 65 pays. On a une vraie diversification de ces activités, mais c'est un petit peu aussi le contre-pendant, cette répartition dans 65 pays, c'est que malgré tout, c'est très dépendant du cycle économique européen. Ça fait écho, du coup, quand il y a des litiges, avec les régulations également, ça peut être aussi du côté des régulations américaines. On le sait, les secteurs bancaires sont très régulés, donc ça peut amener pas mal de volatilité et de bruit de marché. Et puis actuellement, hein, dans le contexte actuel, j'en ai pas parlé dans l'article, mais on le sait aussi, les banques, BNP Paribas et autres, détiennent beaucoup d'obligations d'État, puisque c'est elles qui financent les dettes finalement des États, et actuellement la dette française notamment, est pas forcément dans la meilleure des postures, et donc il y a une crainte aussi des investisseurs, ce qui est peut-être venu d'ailleurs amplifier le mouvement très probablement sur la réaction d'hier. La marge d'erreur est donc limitée sur les objectifs de capital et de distribution. Maintenant, tout ça est très intéressant, mais est-ce que l'entreprise est fondamentalement solide? Et moi, je pense que oui. Et c'est pour ça que je trouve que ce bruit de marché qu'on a actuellement peut représenter une belle opportunité.
Pourquoi je la trouve solide? Déjà parce que si on regarde depuis 2015, comme j'ai pu vous le mettre ici grâce à ce graphique issu de Zone Bourse, ben, on peut tout simplement voir qu'on a une croissance assez linéaire. On a eu surtout une très belle année 2022 avec une correction en 2023, mais si on regarde du côté des marges, on est autour de 35% sur les marges d'exploitation en 2024. On a en tout cas une projection des analystes à 40% d'ici 2027. Si on se parle de marge nette, on est à 24% en 2024 et on a un résultat net qui, vous le voyez, est actuellement à 10 milliards et pourrait augmenter jusqu'à 12,5 milliards en 2027 selon les projections de Zone Bourse et de l'agence S&P. Donc ça, c'est pour un petit peu la situation à date. Au niveau donc du chiffre d'affaires et des marges. Au niveau évidemment de la rentabilité, c'est très important de regarder. Ben, on a un ROE, un retour sur capitaux propres, donc c'est-à-dire pour un investisseur, quand il investit 1 euro, bah, combien il peut recevoir de cet euro, quel est son retour sur cet investissement. Et bien on voit qu'il est à hauteur de 9,9 et il va continuer à attendre à peu près dans cette même gamme si on projette sur l'année 2027. On a ici le différentes marges que je vous ai citées juste avant. La seule petit point où on pourrait se trouver ça un petit peu faible, et je vous l'accorde, c'est du côté du ROA. Mais il faut savoir que dans le secteur de la banque, c'est des choses qui sont assez monnaie courante. On pourrait avoir mieux évidemment, mais ça reste classique. Il ne faut pas être trop alerté de ce point de vue-là. Pour les amateurs de dividendes, on est également actuellement sur une très belle situation. Pourquoi? Parce que bah, finalement, cette chute nous permet d'améliorer le rendement. Pour ma part, j'investis pas vraiment pour des raisons de dividendes, mais ceux que ça intéresserait pour X ou Y raison, sachez qu'on est actuellement à peu près à un rendement de 8% sur une entreprise globalement solide et surtout bah, qui a versé des dividendes depuis des années, au moins depuis 2015, mais bien plus. J'ai pas regardé l'historique plus en détail, mais c'est une entreprise qui, comme vous pouvez le voir, a une augmentation régulière de son dividende, ce qui permet, bah, plus on le paye bas, si le titre s'apprécie en bourse, bah, d'augmenter finalement son rendement dans le temps. Les prévisions tablent sur une hausse continue, encore pour les années qui suivent, puisqu'on est sur un dividende à 5,048 en 2025, 5,64 attendu en 2026 et 6,29, donc un dividende qui augmente avec un rendement au prix actuel, donc en projeté à quasiment 10%, un petit peu moins, ce qui est vraiment une opportunité pertinente de ce côté-là. Alors la question toujours qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on la paye cher ou pas actuellement l'entreprise? Bah, pas réellement. Finalement, en intégrant une décote aussi importante, le marché semble surestimer les menaces. C'est l'analyse que j'en fais ce matin, puisque je regardais un petit peu du côté des ratios, et on voit bien que le free cash flow yield supérieur à 8% illustre à quel point le marché exige une prime de risque disproportionnée par rapport à la réalité des flux générés. Et surtout, quand on regarde par rapport au ratio de valorisation que vous avez peut-être plus l'habitude d'utiliser, ben, on a un PER de 6,2 en 2024, avec une projection au cours actuel par rapport aux bénéfices attendus en 2027 à 5,5. Et la banque, elle se paye 25 à 30% sous sa moyenne décennale. Où est-ce qu'on a cette information? Vous pouvez retrouver hein, toutes ces datas. Quand je m'appuie, j'invente pas évidemment les chiffres. Je vais tout simplement sur mon outil Zone Bourse et je vais sur la fiche société et vous pouvez ici retrouver dans valorisation et dans ratio de valorisation, eh bien, cette estimation que je vous disais, puisque vous le voyez, évolution du PER historique, on a une moyenne sur 10 ans, 8,3. Et donc, on voit bien qu'on est largement, pour le moment, en dessous et encore plus sur un PER qui serait donc projeté. Au niveau des analystes, on a une confiance assez unanime du côté du titre. Alors, peut-être qu'il va y avoir évidemment des révisions suite à ce qui s'est passé, mais pour le moment, en tout cas au moment où j'ai fait cet article, on a 9 analystes sur 17 qui recommandent encore d'acheter, 4 d'accumuler, 3 de conserver, 1 d'alléger. L'objectif moyen est à 91,9, soit 33% au-dessus du cours actuel de 69,10. Et on a ici les différents objectifs. Les analystes, c'est un point qu'on peut intégrer ou non dans ces analyses. C'est à vous d'en juger, mais je trouve que c'est toujours intéressant de voir s'ils sont optimistes ou non. BNP Paribas tient globalement son rang. Je vous en parlais par rapport aux grands banques. J'ai regardé notamment sur les 5 dernières années pour éviter de trop prendre en considération la chute d'hier. Parce qu'encore une fois, sur un épiphénomène, on peut avoir pas mal de volatilité. Bah, vous voyez qu'elle s'en sort globalement bien. Quand on compare par exemple à Bank of America, elle fait à peu près la même performance. Certes, elle est derrière des entreprises comme Wells Fargo ou encore JP Morgan, mais par rapport par exemple à des banques chinoises, elle fait mieux. Si on compare, parce qu'on peut s'amuser à le faire également du côté des banques françaises, on le sait, la Société Générale a très bien performé sur ces derniers mois, derniers trimestres, même années. Et donc, on peut bien évidemment regarder ce que ça donne. Si on fait plutôt français, on va comparer avec la Société Générale et on peut très bien mettre aussi le Crédit Agricole. On peut même mettre le CAC 40
pour avoir un comparatif aussi. Et vous le voyez, donc on a en bleu notre BNP Paribas sur un an qui, à cause de la news, fait moins bien que le Crédit Agricole, mais sinon c'était globalement pareil. C'est vraiment Société Générale qui a surperformé, notamment depuis avril 2025. Et le CAC 40, on passe très légèrement en dessous, je pense encore une fois, suite à cet excès. Si on regarde sur les 5 dernières années, Société Générale, encore une fois, est bien au-dessus. Mais finalement, on voit que le secteur bancaire en France surperforme le CAC 40 puisque les trois principales entreprises qui le composent font minimum, on va dire sur 5 ans, 69, 100, pardon, 120% minimum. Et on a le CAC 40 qui lui est plutôt sur 70% sur les 5 dernières années. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire si on regarde d'un point de vue comparatif. Maintenant, je me remets sur mon graphique, sur mon analyse. On va parler de cette analyse technique et de ce graphique. En vue hebdomadaire, je pense qu'on est tous assez OK. Je vais vous mettre directement le graphique sous les yeux. Ça sera beaucoup plus simple. On le voit, on est ici finalement depuis 2020. Je vais me mettre en weekly pour dézoomer suffisamment. Depuis 2020, donc dans un rallye haussier, dans un canal qui est assez bien défini. Et on voit surtout cette moyenne mobile 200 périodes qui fait le rôle de support. Et quasiment à chaque fois, ça a été le point bas des corrections. C'est pour ça que je vous l'ai mis en avant et que je vais bien évidemment en reparler dans un instant. On a inscrit un plus haut sur quasiment les 85 euros cette année et depuis, on est dans une phase de correction un petit peu marquée puisque si on observe, on a quasiment 20% de correction. La chute a permis donc de ramener le titre sur un énorme niveau de polarité qui est également, je trouve, un bon point d'entrée, d'autant plus couplé aux fondamentaux qu'on a vus juste avant. N'oubliez pas qu'il y a quand même des risques dont on parlait, la diversification géographique, bien évidemment la news qui pourrait être peut-être même plus mauvaise qu'attendue, mais pour le reste, si on s'en suit à son activité pure, je pense que ça reste effectivement des points d'entrée qui sont intéressants. On a donc plusieurs niveaux clés. On va avoir ce support majeur au niveau des 67. On va avoir également en résistance le petit niveau ici. Je ne l'ai pas vraiment identifié, mais sur les 75, vous voyez qu'il y a un petit niveau, mettre rouge, résistance court terme, un petit niveau de polarité, puisque si on descend en daily, on va bien le voir, c'est un peu ce qui a permis aussi de lâcher et de retourner la configuration un petit peu de consolidation qu'on avait ici. Et on a également les objectifs supérieurs, donc sur le niveau des 83-84, la TH, et puis bien sûr le niveau des 95, voire 100, dans le haut du canal haussier, prix psychologique. Moi, mon premier plan de trading, ça serait tout simplement d'être assez dynamique. On va être sur quelque chose de très réactif, c'est jouer de le rebond. Alors, je ne dis pas qu'il faut forcément le faire aujourd'hui, je ne dis pas que c'est pour tout de suite, je dis simplement que si on a un joli retour des acheteurs, avec des volumes, avec une belle configuration de chandelier japonais, on peut essayer de jouer le rebond avec un stop très court, par exemple sous les 66-65, pour essayer d'aller rechercher le niveau des 75, voire plus si affinité, peut-être prendre un premier TP et un TP2. Le deuxième plan que j'ai, c'est un plan un peu plus moyen long terme, c'est évidemment de venir travailler un petit peu plus bas. On serait même ici pas vraiment dans une approche trading, mais peut-être prise de position, renfort de ligne, appelez ça comme vous souhaitez, surtout en fonction de votre profil actuellement, où on irait plutôt chercher un repli vers les 61, 63, ce bas de canal qu'on a ici, couplé à cette moyenne mobile de 100, dans le but d'accompagner une nouvelle tendance haussière, enfin en tout cas la reprise de la tendance haussière, avec soit l'envie de renforcer si on va un petit peu plus bas, soit le fait de se dire, OK, si on casse par contre le canal, si on vient chercher les 58, 56, ou tout simplement même on descend sous les 52, pour ceux qui veulent prendre un stop un peu plus large, je décide de sortir parce que j'estime que là, vraiment, ça sent plus bon et je vous l'accorde, si on vient en dessous des 52, ça voudrait dire qu'on en remet en question toute la dynamique haussière depuis 5 ans, on aurait cassé quand même plusieurs niveaux de support successifs et donc ça serait évidemment assez délicat. Voilà un petit peu du côté de mes analyses, ce qu'on peut en dire. Moi, ce qui m'intéresse pour terminer, c'est de vous partager, hop, juste ici, et que je vais réussir à le mettre. Un point important, c'est que si vous souhaitez acheter ou vendre, vous pouvez le faire évidemment sur XTB avec le lien que je vous ai mis en description, que vous retrouvez également sur cet article. Vous allez avoir, avec le code RICKEY ou en passant par le lien, 0% de commission sur vos achats d'actions et d'ETF. C'est évidemment optimal dans une logique de trading et d'investissement puisque les frais ont un vrai impact
sur la performance. Également, je me permets de préciser que cet article, cette analyse que j'ai faite, je m'appuie sur Zone Bourse. Zone Bourse, vous pouvez y avoir accès de manière gratuite. J'ai un tutoriel qui sort très bientôt pour bien évidemment vous expliquer tout ce que vous pouvez faire, mais vous êtes limité dans la navigation. Si certains veulent passer par un abonnement, mais que vous trouvez ça peut-être un petit peu onéreux ou que vous souhaitez en tout cas avoir une réduction, sachez qu'avec le lien également que vous avez en description ou directement sur l'article, vous avez moins 25% puisque je suis partenaire Zone Bourse et donc c'est un code de parrainage que vous pouvez utiliser pour eh bien, me remercier d'une part pour le travail effectué, mais surtout pour vous faire profiter de 25% sur tous les abonnements annuels. Voilà, j'espère que ça vous a aidé en tout cas à y voir plus clair. En conclusion, moi j'y crois à cette entreprise. Je pense qu'on a quelque chose d'intéressant à faire ici. Bien évidemment, il n'y a pas de conseil en investissement, mais si on maîtrise bien son risque, bah, je pense qu'il y a des choses très pertinentes à faire. Évaluez bien évidemment le risque hein, avant de prendre position, identifier la bonne taille de position en fonction de votre capital. Vous pouvez le faire donc sur XTB de manière très simple. Et surtout, soyez très prudent sur les marchés. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, de votre côté, sur BNP, ce que vous avez pensé de cette analyse. Je remercie tous ceux qui likent ces vidéos et qui s'abonnent pour ne rien manquer de l'actualité boursière. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ailleurs, je vous laisse avec une autre analyse juste ici.